is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's tools can help make quick. Les transactions officiellement annoncées peuvent être classifiées dans différentes poches en fonction de leur rendement et de leurs risques associés, et non pas en fonction de leurs caractéristiques techniques. Cette classification est le fil directeur de notre gestion, qui a pour objectif de faire mieux que l'event-driven dans les marchés porteurs et de limiter la baisse dans les marchés défavorables. Chez Siam, le manager arbitrage n'est pas défensif à faible volatilité comme le manager arbitrage traditionnel, mais offensif avec des prises de risque acceptées et encadrées. Je vais donc vous détailler chacune de ces poches, notamment la poche distress, en vous donnant des exemples précis et des données chiffrées. Enfin, je vous donnerai un aperçu de notre processus de recherche et d'investissement et de notre gestion des risques. Voici les différentes poches du merger arbitrage. Donc la poche classique, où au départ aucun risque majeur n'est anticipé, le processus de transaction est plus simple, les étapes à franchir sont peu nombreuses, la transaction en général a une durée limitée. La contrepartie, c'est que vous avez des rendements faibles. Le risque majeur, c'est un retard dans l'exécution de la transaction qui baisse considérablement le rendement annualisé. La poche distress, c'est d'ailleurs celle que nous préférons, les spreads en général sont plus larges au départ ou alors deviennent larges au cours de la transaction. Pour différents risques, ces risques sont connus. Nous pouvons les classifier, nous le ferons plus tard. Les rendements sont donc plus élevés. Et effectivement, il nous suffira après d'être capable de classifier ces risques qui sont des risques de régulateurs, de vote d'actionnaires, de financement, ou d'autres d'ailleurs. Vous avez également la poche des bumps ou des contre-offres. Les spreads sont généralement plus serrés parce que nous anticipons donc une contre-offre sur une offre qui est déjà annoncée. Il y a des possibilités de deal hostiles ou des acteurs activistes. Les rendements attendus sont très élevés. Par contre, les principaux risques, c'est qu'il y a un écart de valorisation entre ce que veut la cible et ce que propose l'acquéreur. Enfin, de façon opportuniste, nous avons une poche short. Cette poche, on joue sur le stress de la transaction ou l'éclatement même de la transaction. L'investissement, dont je vous disais de façon tout à fait opportuniste, le risque principal, c'est qu'il y ait une contre-offre sur la société cible. Des chiffres maintenant. 25% des opérations sont en distress à l'ouverture, quand les offres sont annoncées. Distress pour Siam, c'est un spread brut supérieur à 5%. Ces spreads bruts supérieurs à 5% viennent grossir pendant la vie de la transaction, c'est-à-dire que 26% des offres classiques qui ont des petits spreads s'écartent au cours de la transaction. Ce qui fait que le rendement moyen brut total de ces spreads-là est d'environ 6,5% en considérant 80% de taux de réussite et 19% de taux d'échec. Je le compare aux transactions classiques qui elles ont un taux de rendement de 2,2%. Ce sont des taux de rendement sur la durée de l'opération. Les opérations durant en moyenne 3 mois, vous multipliez par 4, ça fait environ 20%, enfin plus de 20% sur les transactions distress et environ 8% sur les transactions classiques. Donc la poche distress est 3 fois plus rentable que la poche classique. Comment nous allouons ces poches dans notre portefeuille? Alors la poche distress, finalement, quelle que soit l'orientation du marché, trouve preneur puisque les facteurs sont propres à l'opération. Les spreads s'écartent pour des facteurs propres à l'opération. Les spreads que nous recherchons sont supérieurs à 15% annualisés. Pour les classiques, nous attendons que le marché soit plutôt baissier parce que nous attendons que les spreads s'écartent. Nous voulons avoir des classiques avec des rendements supérieurs à 10% annualisés. Et pour les bumps, la poche bump est plus une poche qui se met dans des marchés haussiers avec des rendements potentiellement très élevés. Nous n'avons pas de contrainte minimale ou maximale par poche. Et comme je vous disais, le facteur déterminant, c'est le niveau des spreads ou alors l'univers macroéconomique. Nous avons en permanence 2-3 poches dans le portefeuille.
Ce graphique nous montre que depuis une dizaine d'années, il y a environ 44% des deals qui sont à un moment ou à un autre distressed. Cette proportion augmente pendant les périodes difficiles, comme en 2002 ou en 2008. Cette proportion dépasse les 50%. Alors, comme je dis toujours, le merger arbitrage est un plat qui se mange froid. Ça veut dire qu'il faut attendre le bon moment pour investir. Et c'est ce que nous faisons chez Siam. Pour une partie de ces deals-là, nous attendons que ça s'écarte pour prendre une position. Le graphique suivant montre que les spreads larges à l'annonce ont plus de chances d'aboutir, in fine, que des deals qui sont devenus distressed au cours de la transaction. C'est-à-dire qu'en période de crise, les risques sont mieux valorisés dès l'annonce officielle, les spreads sont plus larges. Et en fait, les opérations classiques deviennent des distressed. Les transactions distress, comme je vous disais, les risques sont propres à chaque opération. Vous avez des différentes familles de risques, j'en ne mettrai que 2 ou 3 parce qu'il y en a énormément, notamment l'antitrust, le vote des actionnaires, le financement, etc. etc. L'antitrust, je vais vous donner un exemple assez précis du travail que nous faisons quand il y a une opération qui a un vrai problème, enfin qui en tout cas est vue comme un problème. Medco USRX, c'est une opération qui est en cours en ce moment, donc vous pouvez la suivre, ce sera facile, qui va encore prendre plusieurs mois, parce que justement les régulateurs américains travaillent dessus. Cette offre a été annoncée le 21 juillet, d'un montant de 29 milliards de dollars. Cette transaction est dans le secteur des PBM américains. Les PBM, c'est une notion qui n'est pas du tout familière en France. Ce sont des pharmacies benefit managers. En fait, ils gèrent les prescriptions médicales entre les sociétés, les pharmacies, les industries pharmaceutiques, les mutuelles. Voilà. En fait, ce sont des sortes d'intermédiaires. En fait, il y a 40 PBM aux États-Unis, dont peu sont importants. Et la fusion qui nous concerne ici concerne le numéro 2 et le numéro 3 du secteur. Donc il y a un vrai problème antitrust. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons décortiqué ce risque en adoptant la démarche de la FTC, qui est l'antitrust américain. La FTC est assez simple finalement, elle raisonne toujours en termes de bien-être du consommateur. Qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder l'impact sur le prix pour le consommateur, la compétitivité du secteur, les barrières à l'entrée, est-ce que les effets bénéfiques de cette fusion auraient pu être faits de façon organique et également les désinvestissements proposés par les sociétés. Alors si on prend que le prix sur le consommateur, nous avons vérifié, en fait, regardé quel était l'impact sur le prix, et il se trouve que dans cette fusion, d'abord les consommateurs sont plutôt pour cette fusion, parce qu'ils ont compris que le poids des gros PBM avait un impact sur la négociation sur le prix des médicaments auprès des industries pharmaceutiques, d'abord. Ensuite, ils peuvent négocier les marges auprès des pharmacies pour justement transmettre cette baisse de coût aux entreprises. Et en plus, il faut voir que les synergies attendues de cette fusion sont de plus de 1 milliard de dollars. Donc tout le travail de Medco et de USRX va être de prouver à l'antitrust américain qu'ils vont passer ces baisses de coûts aux clients, aux consommateurs finaux. Et ça, en regardant tous les chiffres, ça nous paraît évident que c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont aussi travailler sur tous les autres points, parce qu'ils sont tellement motivés pour que cette fusion aboutisse, que nous, l'antitrust, nous paraît être un point qui va être réglé. Ils ont proposé des désinvestissements également, ces désinvestissements sont importants, ils peuvent aller au-delà. Donc quand nous avons vu que ce spread était 25% brut, je dis bien brut, 25% brut, alors que le downside, la perte potentielle est entre 12 et 15%, nous n'avons pas hésité une seconde, nous avons pris une grosse position dans le portefeuille sur cette position-là. Donc il est vrai qu'on a une expertise en matière antitrust. Moi je suis des commissions européennes et américaines depuis plus de 14 ans maintenant. On suit leur approche qui est différente, et ceux des durées aussi dans l'approche qui est différente. Et il suffit juste d'essayer de se mettre à leur place avec leurs objectifs pour essayer de trouver, de savoir comment est-ce que les sociétés vont, elles, faire face à ce problème et le régler. Voilà. Donc le graphe qui est à droite montre la performance que nous avons faite cette année sur cette poche distressed. Il y a eu 100% de réussite sur ces transactions depuis le début de l'année, avec une performance brute de 4,5%. Et en rose, si vous voyez l'impact dans le portefeuille, en fait, on a eu à peu près 20% de cette poche-là dans le portefeuille qui avait 4% brut de performance.
Maintenant, les transactions avec surenchère, les BUD. Vous en avez deux sortes, les offres amicales au départ et les offres hostiles ensuite. Alors, vous avez, il pourrait y avoir plusieurs catégories dans les offres amicales. Une surenchère tout d'abord de l'acquéreur sur la cible qu'il achète parce que les investisseurs estiment que la prime n'est pas assez importante. Généralement, le spread est négatif, c'est ce qui monte, donc ils sont obligés de rajouter un petit bout. Le rendement moyen est généralement de 7-8%. Vous avez, dans les contre-offres hostiles, quand il y a une troisième personne qui se met dans la danse et qui fait une contre-offre sur la première offre existante. J'ai un exemple, Nexence avait proposé de racheter Draca, sur ce Prismian est arrivé, et pour emporter l'adhésion du board de Draca a dû payer 15% supplémentaire. Généralement, les rendements moyens sont plutôt de l'ordre de 20%. Vous avez après, dans les offres hostiles, pour obtenir l'adhésion du board, il faut payer un peu plus cher. Par exemple, J, pour obtenir l'adhésion de Wellstream, a dû payer 15% de plus lors de son offre. Et les rendements moyens sont de 13 et 17% selon si c'est payé en cash ou en titre. Vous avez après les offres qui sont tellement hostiles que la cible cherche un chevalier blanc. Ce chevalier blanc, généralement, va aussi payer plus cher in fine, parce qu'il y a souvent contre-offre, l'acquéreur hostile revient sur le chevalier blanc. En moyenne, ce sont des rendements moyens entre 19 et 29%. Tout ça pour vous montrer que ce sont des poches qui sont extrêmement générateurs de performance dans des marchés haussiers. Maintenant, nous couvrons systématiquement cette poche parce que dans les marchés qui se retournent, elles sont dangereuses. Quand il n'y a pas adéquation de prix entre l'acquéreur et la cible, et bien finalement les deals ne se font pas et les baisses sont importantes de l'ordre de 40%. J'appuie sur ça. Voilà, la performance du portefeuille par poche. Comme je vous disais, la poche Distressed a vraiment surperformé. Par contre, la poche Bump avait très bien performé jusqu'à fin avril. C'est retourné méchamment pendant le retournement du marché parce que justement, comme je vous disais, l'acquéreur et la cible n'ont pas trouvé, donc ils ne sont pas mis d'accord. C'est pour ça que maintenant, nous couvrons systématiquement cette poche. Voilà, donc en permanence, on recherche la meilleure rentabilité. On change d'allocation entre les poches, entre la poche classique Bump Distress au point de vue des poids, pour une prise avec une prise de risque maîtrisée. Le processus de recherche maintenant, écoutez, le processus de recherche nous sert à comprendre la logique de l'opération. Nous avons à notre disposition des bases de données propriétaires depuis 14 ans, des bases de données, des recherches payantes spécialisées en merger arbitrage. Également à notre disposition plein d'analyses sectorielles, parce que depuis toutes ces années, nous avons développé un réseau avec tous les analystes, également les brokers qui nous amènent de la recherche. Nous n'hésitons pas non plus à appeler des banquiers ainsi que des avocats. Tout ça pour comprendre, en fait, c'est ça le point, l'analyse fondamentale des risques de l'opération. Le merger arbitrage, c'est l'étude des risques finalement. Donc ils sont de plusieurs sortes, comme on disait tout à l'heure, les risques réglementaires, antitrust, le vote des actionnaires, vous avez également des risques industriels, des risques politiques, des risques humains, vous avez des risques aussi sur les due diligence, sur les valorisations des sociétés. Dès qu'une offre est annoncée officiellement, en Amérique du Nord et en Europe, nous avons une fiche détaillée qui reprend toutes les caractéristiques de l'opération. Les conditions, les stratégies, la façon dont c'est payé, les problèmes, les actionnaires, les financements, les MAC, tout ce qu'il faut. Et dès qu'un spread est suffisamment intéressant pour qu'on s'y intéresse et qu'on commence à se dire est-ce que cette opération va aller jusqu'au bout, on a une grille de notation, ce qu'on appelle la rating grid. Cette rating grid nous permet de probabiliser l'opération. Voilà. Dans l'exemple Medco SRX, cette opération a été probabilisée à hauteur de 80% de taux de réussite. Nous nous intéressons à une opération au-delà de 70% de taux de réussite. Alors, on n'a jamais 100%, parce qu'on va toujours mettre un risque en se disant on ne sait jamais celui-là. Donc on n'aura jamais 100% même si l'opération est parfaitement ficelée. Mais ce que prouve 80% prouve que même s'il y a un prêt antitrust, le reste tient l'opération. C'est-à-dire qu'il y a une vraie logique de l'opération, il y a une logique financière, il y a une logique au point de vue du management, il y a une logique qui passe absolument tous les problèmes. On ne peut pas avoir en même temps dans une opération des problèmes antitrust, des problèmes sur les prix, des problèmes de financement, des problèmes autres que l'antitrust.
Ce qui prouve, c'est que quand il y a juste un problème, finalement, la motivation l'emporte et qu'on peut toujours aller au bout. Ça coûte cher de faire une opération. Les sociétés qui s'engagent à faire ça prennent des banquiers d'affaires, prennent des avocats. S'ils n'avaient pas la certitude qu'ils avaient une solution pour régler des problèmes antitrust, par exemple, eh bien, ils n'iraient pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand les problèmes antitrust l'emportent, c'est qu'il y a d'autres problèmes que cela. Donc, notre travail est vraiment de regarder tous ces deals et de cumuler ces deals pour voir si, ces risques, pour voir si finalement la probabilité de l'opération, le taux de réussite est au-delà des 70%. Donc après, nous avons le risk management avec la gestion des risques. Il y a 4 risques principaux, les risques de marché liquidité, les risques opérationnels et les risques de contrepartie. Les risques de marché liquidité nous permettent de vérifier le downside de l'opération. Nous ne voulons pas perdre plus de 3% de la NAV sur une opération. Ça veut dire que ce risk management va définir une limite maximale sur l'opération. Je donne un exemple. Si on pense que le downside peut aller à 30%, nous n'en mettrons pas plus que 10%. Maintenant, on peut aller jusqu'à 15%, c'est la taille maximale que nous avons. Nous avons également un comité de suivi. Alors, les risques opérationnels, bien entendu, il y a 2 niveaux de contrôle et les risques de contrepartie sont monitorés quotidiennement. Le comité de suivi est hebdomadaire. On revoit absolument tous les deals en détail et en toute transparence avec les conditions de marché et l'environnement M&A. Donc, je fais ce comité avec mes 2 associés, Anne-Sophie Landau et Frédéric Boucher. Voilà, les critères internes que nous avons, comme j'ai des stop-loss, 3% de perte maximale de NAV par position, avec 10% de perte maximale sur le portefeuille global. La liquidité, nous n'investissons pas dans les opérations inférieures à 500 millions de dollars. Le portefeuille doit pouvoir être sorti en 5 jours maximum. Le levier est de maximum 1,5. Nous n'avons aucun risque de change, il est systématiquement couvert. Nous ne mettons pas plus de 30% des opérations dans un même secteur. Et si enfin aucun critère ne nous satisfait, nous ne prenons pas de position. SIAM aujourd'hui, c'est une équipe de 5 personnes. Je dirige la gestion. J'ai travaillé pendant 18 ans sur les marchés financiers, dont 14 ans en gestionnaire de merger en arbitrage dans les banques françaises, notamment la BNP. Je suis aidée dans ma gestion par Vincent Valdecabresse, qui en tant qu'analyste, qui a 4 années d'expérience dans le merger en arbitrage. Le business management est dirigé par Anne-Sophie Landau, qui est mon associée, qui a également 17 ans d'expérience en corporate finance, dont 7 ans dans le merger arbitrage. Elle a travaillé en tant que portfolio manager chez Sistea. C'est donc une grande aide pour la gestion aujourd'hui et pour l'analyse des risques que nous avons. L'opération et risk management est dirigée par Frédéric Boucher, qui, elle, a 33 ans d'expérience dans les grandes banques françaises, en gestion financière, en ALM, en equity finance. Elle a monté le prime brokerage de la BNP. Elle était également CEO dans un hedge fund londonien. Et elle est aidée de Julie Heinz, qui a 1 an d'expérience. La conclusion, c'est que nous avons une façon différente de traiter le merger arbitrage. Nous intervenons essentiellement sur les deals distressed ou les bumps, avec un profil de risque donc différent du merger arbitrage classique. Nous sommes une équipe très expérimentée, nous avons une vraie expertise sur ces deals distressed. Nous recherchons des rendements importants avec une perte limitée. Le point fort, c'est qu'on s'adapte à l'environnement en changeant de poche et pour ne pas manquer justement les différentes opportunités de marché. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous pourriez nous rappeler déjà les emplois sous gestion. Oui, nous en avons près de 50 millions.